Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonsoir, nous sommes toujours à Castanet-Tolosan où les 26, 27 et 28 juin dernier se déroulait la 16e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Ce soir, le père Martin Prével nous parle de la famille, fragile et indispensable. Eh bien, bonjour chers amis. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc un prêtre de la communauté des Béatitudes. J'ai été dans cette communauté longtemps, puisque ça fait plus de 42 ans. J'ai été marié 32 ans, j'ai 3 enfants. Et puis mon épouse est morte d'un cancer il y a maintenant plus de 20 ans. Et je suis prêtre depuis bientôt 14 ans. Voilà. Et bien entendu, mes enfants se sont mariés et je suis aussi grand-père de presque 8 petits-enfants. C'est un peu à ce titre qu'on m'a demandé, bien sûr, de venir vous parler un peu du sujet qui nous intéresse cet après-midi. C'est la question de la famille, puisque le thème, c'est une humanité des communautés. Pensons aussi à cette communauté tout à fait élémentaire qui s'appelle la famille, qui est toujours la communauté élémentaire qui permet de parler de société, parce qu'une société a besoin de la famille. Voilà, alors en introduction, je dirais que chacun cherche à être heureux en famille. C'est même aujourd'hui le dernier bastion, on pourrait dire, où on pense que là, on devrait être heureux. C'est la famille que l'on a fondée, c'est le cas de beaucoup, mais c'est aussi celle dans laquelle on a vécu. Il y a un certain temps, celle dans laquelle on vit peut-être encore maintenant. Pensons à des célibataires qui ont aussi une vie familiale, ne l'oublions pas. Alors, quelles sont les clés d'une vie familiale heureuse ? Les grands philosophes et surtout ces gens qu'on appelait les Grecs et même les Romains cherchaient aussi ça. Et ils avaient tout un ensemble de choses. On pourrait dire qu'ils avaient des recettes pour la vita beata. Aujourd'hui, cette vie heureuse, on la conçoit surtout et principalement en famille, plutôt qu'au bureau. D'ailleurs, c'est de moins en moins au bureau, dans un métier. Ce n'est pas non plus dans une association ou une paroisse. Ce qui veut dire que cette famille, parlons-en, je vous ai dit qu'elle était à la fois fragile et indispensable dans le contexte où elle est aujourd'hui particulièrement secouée par de nombreuses législations qui sont presque toutes étrangères à l'anthropologie chrétienne. Je veux nommer rapidement la PMA, la GPA, qui est en train d'arriver plus ou moins, le tri des embryons et maintenant l'euthanasie, etc. Toutes ces lois, ces législations qui atteignent la famille plus ou moins. Et c'est aussi parce que la structure familiale a sensiblement évolué, parce que la société elle-même a beaucoup changé. Alors là, on ne va pas faire la liste de ces changements, mais ils sont évidemment très importants. Voilà donc quelles sont ces données incontournables. On pourrait dire ce qui est absolument définitif dans ce qu'est la famille. Qu'est-ce qui contribue en tout cas à la définir aujourd'hui peut-être dans ce nouveau contexte ? Le bonheur familial, eh bien, j'en ai parlé d'entrée de jeu parce que c'est aussi difficile à définir, à vivre. Et en même temps, il n'y a rien de plus simple qu'une vie de famille. Voilà. Il n'y a rien de plus simple, même si, encore une fois, c'est fragile, ça reste malgré tout indispensable. Alors, pourquoi cette question un peu nouvelle sur la famille aujourd'hui ? Parce que le pari, quand on fonde une famille, c'est presque un pari impossible. Parce qu'aujourd'hui, on est absolument persuadé qu'il faut qu'il y ait beaucoup de passion amoureuse entre des époux. Donc il faut allier ça, la sexualité, l'épanouissement personnel par ailleurs, et puis la vie de famille. Comment allier tout cela ? La vie de famille, c'est aussi un ensemble de solidarité. Et puis, on nous parle beaucoup, dans une société très individualiste, de l'épanouissement personnel. Alors, ça semble un peu contradictoire. Et surtout que la réussite affective, alors ça, pour le coup, c'est pas toujours très scientifique, mais c'est devenu un pari. C'est comme ça que les jeunes le vivent beaucoup. Ils se marient en disant « on va voir », quoi. Et c'est même une gageure. Pourquoi ce pari de la vie familiale peut être si contraignant ?
est peut-être si difficile à vivre apparemment aujourd'hui, notamment parce qu'on peut compter les échecs que l'on constate et qui, vous savez, sont plutôt en croissance, ne serait-ce que pour le mariage avec le divorce, des courbes qui grimpent. Sans doute parce qu'il y a aussi un surinvestissement qui charge beaucoup cette institution en la totalisant, puisqu'on était très exigeant vis-à-vis de la famille, beaucoup plus que dans les siècles passés, soyez-en sûrs. On est beaucoup plus exigeant aujourd'hui, parce que justement, c'est comme le dernier endroit où on peut en attendre du bonheur. Et puis il y a aussi, à travers la famille, tous les besoins élémentaires, les besoins physiques, il faut manger ensemble, habiter ensemble, des besoins affectifs, oh là là, affectifs, les besoins économiques, culturels aussi, et puis bien sûr, n'oublions pas les besoins spirituels. Au titre de l'introduction, on peut se demander aussi aujourd'hui où va la famille. Ça, c'est une vraie question. Il y a eu beaucoup de remous dans l'histoire qui ont atteint la famille. Donc l'originalité en particulier du mariage monogame et indissoluble, ça, sans doute, ça vient des chrétiens. Donc ça a 20 siècles. Mais comment s'étonner qu'aujourd'hui, devant ces variétés matrimoniales qui étaient païennes à l'origine, je pense au concubinage, à l'adultère, il y en a toujours eu, mais ça semble aujourd'hui augmenter, les liaisons homosexuelles, l'inceste. Ah, comme j'aimerais parler de ça parce qu'on n'en parle pas, malheureusement. C'est dramatique, l'inceste, c'est énorme. Et par ailleurs, la foi chrétienne, elle, a beaucoup régressé. Donc ceux qui avaient fondé cette fameuse famille, le papa, la maman et les enfants, ça a beaucoup reposé sur le christianisme, face à des modèles de famille qui étaient les modèles païennes, où il y avait tout ce que je vous ai raconté, le concubinage, l'adultère, etc. Aujourd'hui, on retrouve cette sorte de banalité par la contraception, l'infidélité conjugale, le remariage, l'homosexualité, la PMA, etc., etc. Voilà le paysage qui fait qu'effectivement, on peut dire, mais où va la famille? Est-ce qu'on est en train de changer complètement le logiciel? On dit même qu'il y aurait aujourd'hui plusieurs modèles de famille et que ce serait presque un progrès. Plusieurs modèles, est-ce que ces nouveaux modèles dont on parle, ce sont les familles monoparentales? Vous connaissez bien cette expression. On est presque à 25% de familles monoparentales. Il y a des familles recomposées. La caractéristique, j'en reparlerai, c'est que les enfants ne sont pas forcément les enfants des parents dans ces familles-là. Elles sont actuellement 9% de l'ensemble des familles en France. Je donne des chiffres en France. Et puis il y a aussi les familles homosexuelles. On est à presque 4%. Je ne suis pas entièrement sûr de ce chiffre, mais c'est celui que j'ai trouvé, et peut-être que c'est 4%. Voilà. Est-ce que ces nouveaux modèles, donc on va dire monoparental, recomposé, homosexuel, est-ce que ce ne serait pas des insuffisances par rapport à ce qu'on appelle la famille traditionnelle? Est-ce que c'est une déviation et est-ce que ça apporte entière satisfaction? Donc faisons un petit peu cet examen dans ces différents modèles. Maintenant, les modèles qui ont existé avant la pénétration du christianisme dans le monde, ce sont les familles polygames. Ça ne touche pas beaucoup chez nous, encore ça pourra peut-être venir un jour, j'en sais rien, mais il y en a quand même beaucoup dans certaines aires géographiques, surtout l'Afrique, des familles polygames, ces familles endogames, qui étaient très très nombreuses alors dans l'Antiquité, c'est-à-dire familles où on se marie avec des cousins, on ne se marie que entre soi, vous voyez, des cousins, des gens très très proches. Famille endogame, ça c'est aussi, ça n'existe pas beaucoup chez nous. Les familles polyandriques, ça n'existait que dans certains moments de l'Antiquité, polyandrique, c'est une femme qui a plusieurs maris. Il y avait aussi les familles où il y avait un homme qui avait plusieurs femmes. Ça, on appelle ça polygame. Voilà. Donc, il y avait ces modèles que l'on a oubliés, mais que certains disent qu'ils sont peut-être des modèles qui vont réapparaître dans l'Occident.
Devant donc tous ces modèles, il y a des attentes, il y a des déformations. Est-ce que ce sont ces modèles des structures familiales incomplètes? Est-ce qu'on peut parler d'un modèle tronc, comme originel, qui est à la fois simple? C'est la famille que Lévi-Strauss peut parler comme la famille modèle, c'est le père, la mère et l'enfant. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus performant, de façon biologique comme de façon psychologique? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus stables que d'autres? Ça, on peut le voir parce qu'on fait des études sociologiques, tout simplement. Mais on peut avoir un regard tout à fait scientifique là-dessus. En tout cas, les anthropologues, vous savez, ils suivent ça de près. Mais comme ils le disent eux-mêmes, dans la famille, il y a toujours deux principes. Le principe de l'alliance entre deux adultes, pourquoi pas trois, etc. Mais c'est un principe d'alliance et puis ensuite un principe de filiation. Il y a des enfants, d'où ça vient, de qui sont-ils, etc. En tout cas, on retrouve ces deux principes qui sont plus ou moins agissants dans l'ensemble de ces modèles familiaux. Voilà donc, dans l'introduction, la façon de décrire un peu le paysage. Maintenant, on va prendre un moment pour essayer d'avancer dans des définitions, pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a d'abord une définition juridique de la famille? Bien, pas vraiment. Il semble que non. Aussi bien dans le droit civil d'ailleurs que dans le droit canonique. Pourtant, il n'y a pas une notion comme celle-là qui est archi connue, parce que chacun croit savoir ce qu'est la famille, parce que c'est expérientiel. Et c'est cette famille que nous avons connue qui est notre référence, même dans notre vécu quotidien. Et cet embarras à définir la famille, ça se confirme justement avec cette ouverture aujourd'hui, ouverture du droit du mariage, qui est maintenant le mariage pour tous. C'est plus un homme et une femme, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis peut-être plus tard aux familles polygames. Donc ces ouvertures qui se passent, effectivement, confirment cet embarras aujourd'hui à définir la famille. Alors, je résume, le petit Robert définit la famille, c'est très intéressant, selon trois sens. D'abord, le sens économique. Une famille, c'est des personnes apparentées qui vivent sous un même toit. Et donc, on fait les courses pour tout le monde. Et c'est ça, la notion économique d'une famille. Ça ressemble à l'oikos des Grecs, c'est-à-dire la façon dont on vivait dans une même maison, parents, enfants, esclaves, tout ça, on était une même entité économique. Deuxième approche dans la définition de la famille, c'est une approche plus sociologique. Alors, ça devient l'ensemble des personnes liées entre elles par le mariage ou la filiation ou l'adoption. Intéressant ça. Vous voyez, on retrouve le mariage, la filiation ou l'adoption qui vont traduire ces liens entre des personnes. C'est une vision plus sociologique. Et puis une autre définition que l'on retrouve, c'est une définition plus historique. Et donc là, on rentre dans l'histoire, c'est la succession des individus qui descendent les uns des autres de génération en génération. Alors c'est une notion de la famille un peu plus ancienne, vous voyez, c'est la famille des intels. Alors on remonte dans les siècles, voilà. Là, il y a une idée de lignée, mais aussi l'idée d'une transmission. Parce que la famille, c'est un lieu de transmission très fort aussi. En tout cas, sans aller plus loin sur la définition de la famille est naturelle. Et ça, on a des idéologies qui veulent nier ça, qui disent que la famille, c'est culturel. Et là, il y a du débat. On va en parler justement pour faire débat là-dessus. Est-ce que c'est naturel, la famille? Est-ce que ça vient du droit naturel ou est-ce que c'est culturel? On change de culture et on fait autre chose. Pourquoi pas? En tout cas, la famille, qu'elle soit naturelle ou culturelle, ça dépend de vos opinions sans doute, c'est une réalité, par contre, qui est une réalité sociale, c'est-à-dire qu'elle est bien présente, et même politique, une réalité qui est bien présente dans notre société. Pourquoi c'est aussi une réalité politique?
Et il y a des hommes politiques qui n'accrochent pas avec ça. Ils disent que ça doit rester une affaire privée et non pas publique. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle fait du bien à la société, la famille, au sens où elle équilibre des personnes, elle a une contribution économique très importante, tout de même. Il y a toute la part de l'éducation qui est faite par la famille, au moins partiellement, l'école faisant le reste. Il y a la santé. Dans combien de familles on soigne les personnes de la famille? Donc forcément, et ça c'est reconnu par nos gouvernements réguliers depuis pas mal d'années, bien sûr que c'est une dimension politique. Même si, vous voyez, il y a toujours cette tendance à la rejeter dans la sphère privée en disant chacun fait comme il veut. En tout cas, chaque société a construit sa représentation de la famille. Et les règles de fonctionnement, les manières de nommer ces différents membres, c'est vrai, ça diffère selon les pays, les cultures et les traditions, mais il y a tout de même cette constante anthropologique que la famille a à faire avec ces deux notions d'alliance et de filiation. Alors, je vous passe rapidement un petit tableau, c'est le premier, où j'ai rassemblé, parce que c'est intéressant de voir qu'à partir de l'alliance et de la filiation, on peut voir apparaître justement, selon qu'il n'y a pas d'alliance du tout entre, on va appeler ça les parents ou les époux, ça peut être le cas de ceux qui sont simplement en union libre et pour lesquels souvent il n'y a pas d'enfants. C'est plutôt ça, l'union libre, hein. Il y a quand même beaucoup de couples en France qui sont comme ça. C'est de l'union libre. Quand il y a des enfants, on va plutôt parler de concubins. Les concubins, c'est ceux qui ont une réalité de famille sans avoir du mariage, sans que le mariage soit là. Il y a aussi certains célibataires qui ont des enfants, parce que c'est possible dans le droit français d'avoir des enfants en étant célibataires, donc il n'y a pas non plus la notion d'alliance. Et puis, toujours sans alliance, il y a aussi les enfants adoptés, dans des familles, par exemple, homoparentales, il n'y a pas les parents de l'enfant ne sont pas des parents qui sont issus d'un mariage. Voilà. C'est aussi cet autre cas de figure. Quand il y a un mariage, au sens même civil, et puis bien sûr on peut le comprendre au plan religieux, quand il y a un mariage, il y a des couples qui sont mariés et sans enfants, ce sont entre autres les couples stériles. Vous remarquerez qu'en France, on évalue à 8% le nombre de ces couples. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait autant de couples stériles, infertiles. Ensuite, bien sûr, ce qui est plus courant, c'est quand même le plus courant, c'est la famille où il y a un mariage et puis il y a des enfants. Et ça, ce sont les familles traditionnelles ou les familles monoparentales parce que l'un des parents a été marié. Il y a donc un autre parent, même s'il ne vit pas dans la famille. Il y a un autre parent dans ces familles monoparentales. Je vous ai dit 25%. C'est le cas, bien sûr, de ceux qui sont souvent soit divorcés, soit veufs, et qui forment ces familles traditionnelles. Ça va, vous suivez? Il faut penser aussi, quand des gens sont mariés, ils peuvent avoir des enfants qui ne sont pas les leurs, mais ce sont des enfants adoptés. Il y en a, semble-t-il, presque 5% en France. Et puis, il y a le cas de famille où il n'y a pas simplement un mariage, mais s'il y a une deuxième union. Et là, on va retrouver, surtout s'il y a des enfants, on va retrouver les familles dites recomposées, parce qu'il y a des enfants du premier mariage, des deux côtés, quelquefois, et puis il peut y avoir aussi des enfants de cette deuxième union. Voilà donc un panorama, un tableau. J'espère que ça aide à fixer les choses pour bien comprendre quel est ce panorama de l'ensemble des familles. À quoi sert la famille, après tout? C'est une bonne question ou pas, ça? À quoi ça sert? Est-ce qu'on pourrait s'en passer, quoi? On pourrait imaginer une société où il n'y a plus de famille. Plus de famille, voilà. On n'a que des individus. À quoi sert la famille? Eh bien, moi, je résumerai de la façon suivante. La famille, c'est une école de vie exigeante et non pas ce cocon douillet où on est bien ensemble. Alors, ça explique que dans la plupart des familles, on voit bien qu'on n'est pas dans des cocons, parce que la vie de famille, c'est pas toujours évident. Et on attend aussi tellement d'elle comme d'un produit fini,
il faut que ça marche impeccable, alors que c'est une construction permanente, avec des murs qui s'effondrent, et puis on les reconstruit, on refait des pièces, on agrandit, etc. La famille, c'est une construction. Mais une construction même qui n'est jamais finie. La maison n'est jamais finie. Léon Tolstoï disait dans Anna Karénine, « Toutes les familles heureuses le sont de la même manière. Les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. » Voilà donc à quoi sert la famille. Ça sert tout simplement à construire, je dirais, de l'humanité. Alors c'est le thème, vous voyez, une humanité, et puis dans des familles. C'est de l'humanité qui se construit dans chaque famille. Est-ce que pour autant c'est un bienfait? Est-ce que la famille est vraiment un bienfait? Vous savez qu'André Gide, au début de ce siècle, a crié dans un cri « Famille, je vous hais ». C'est le début du XXe siècle. C'est un homme, évidemment, qui avait été dans une famille épouvantable. Il avait beaucoup souffert. Donc, adulte, il a rejeté tout ça. Mais il a rejeté la famille en tant que telle. Jean-Paul II, à la fin du même siècle, XXe siècle, a pu dire « Famille, je vous aime ». C'était le contraire. Voilà. En tout cas, elle est un bienfait, mais elle est un bienfait dans des évolutions qui semblent quelquefois aussi nous poser des questions. Les 4 évolutions importantes sur la famille, c'est la banalisation du divorce à partir de 1975, la loi Veil, l'extension du mariage à tous, entre guillemets, vous vous rappelez de cette histoire, avec la loi Taubira 2013, ça fait déjà plus de 10 ans. Et puis ensuite, il y a une autre évolution, c'est tout ce qui s'est passé sur la bioéthique, en particulier la PMA. Maintenant, on peut faire des enfants sans avoir des parents, parce que ça se passe dans des tubes à essai. Je dis ça, évidemment. Et puis, une troisième évolution, c'est une évolution beaucoup plus économique. C'est tout le développement du travail de la femme, l'épanouissement personnel, l'individualisme, etc. Ça, c'est ce qui concerne la société plus généralement, mais qui a eu des impacts très importants sur la vie familiale. Voilà donc ces 4 évolutions différentes. Mais si la Genèse affirme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est comme un constat que fait Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la culture contemporaine, on dira plutôt qu'il est bon que l'individu soit absolu, puisqu'on a construit une société en se détachant de tout lien avec Dieu, avec les autres souvent, et puis en particulier quelquefois avec la famille. Donc vous voyez ces brisures qui atteignent justement la famille comme un bienfait en soi, parce que ces évolutions portent évidemment des conséquences importantes sur la famille. Et puis il n'empêche que ce désir de famille, le désir de famille chez nos contemporains, il est attesté par l'immense majorité des jeunes de nos pays occidentaux. 80% des jeunes italiens ou des jeunes français veulent fonder une famille. Ils veulent vivre avec un seul homme ou une seule femme, et pour toute leur vie. Et beaucoup y croient, même s'ils sont évidemment pas naïfs, et ils voient bien qu'il y a aussi beaucoup de désordre et de familles qui sont des familles à problème. Donc ce désir de famille, il est incontestablement là, bien que tant de choses ont cherché à distendre les liens familiaux ou à atteindre la vitalité même de la famille. Ce qui veut dire qu'il y a, bien que cette culture dominante cherche à banaliser l'infidélité, l'homosexualité, la contraception, on est d'accord que ça c'est bien banalisé, et bien que cette famille se soit modifiée dans sa structure et même ses rôles d'appartenance de chacun à la famille, elle reste toujours, semble-t-il, une valeur fondamentale pour les individus. Alors finalement, pourquoi fonder une famille ? Eh bien, c'est parce que sa fin peut se retrouver sur la mission de faire naître des enfants. Il y a aussi ce désir des enfants qui est très fort, qui est toujours fort chez beaucoup de femmes. Mais c'est parce que sa nature est d'être une petite société en réduction, avec des personnes qui sont placées dans des rôles très spécifiques et qui sont là pour apprendre un certain fonctionnement social. C'est le cas des enfants qui apprennent à vivre en société parce qu'au départ, ils ont besoin d'une micro-société pour faire cet apprentissage. Et c'est pour ça qu'après, on peut les lâcher dans la grande société. Donc la famille petite société est justement un élément capital en tant qu'un apprentissage de la vie sociale.
Et moi, je dis que la famille doit mourir comme une semence pour porter du fruit. Et ça, c'est l'Évangile. Si le grain de blé n'est pas semé, ne meurt pas en terre, il ne porte pas de fruits. Alors si on parle de bienfait, si on parle du sens de la famille, si on cherche ce que c'est évidemment porter du fruit, mais ça passe par cette loi de mort, c'est-à-dire que la famille doit disparaître. C'est curieux parce que moi je suis très pour défendre la famille, mais en même temps c'est une loi de mort et de vie. Et donc nos familles disparaissent. Moi j'ai ma propre famille, elle va disparaître bientôt. La famille que j'ai fondée. Et la famille dont je suis issu, quand mes frères et sœurs seront tous morts, elle n'existera plus, oui ou non. Pourtant, ce n'est pas la famille qui meurt parce qu'elle continue à s'engendrer, elle engendre des nouvelles familles. La famille, c'est exactement l'image de la forêt. Il y a des grands arbres magnifiques qui finissent par mourir, mais il y a toutes les jeunes pousses qui vont elles-mêmes redonner de nouveaux arbres. Donc dans la société qui est la forêt entière, il y a tous ces arbres qui sont les images des familles, mais voyez que ces arbres ont une durée limitée. Donc la famille n'a pas de pérennité en soi, chaque famille. Alors on va regarder un autre schéma qui nous vient de Monseigneur Jacques Julien, un ancien évêque de Rennes, c'est le suivant. C'est un losange, voyez, qui décrit la famille, qui est marquée là-haut, mais à partir de trois autres pôles qui s'appellent le pôle de la sexualité à gauche, le mariage à droite et l'amour en bas. Et alors on circule de sexualité en amour, en mariage pour ensuite arriver à la famille. Ça fonctionne dans un certain sens naturel, selon cet enchaînement traditionnel où on commençait d'abord par s'aimer, amour, ensuite on se mariait, mariage, et bien sûr la sexualité, en troisièmement, et puis tout ça donnait des enfants et ça donnait la famille. Donc ça, c'est l'enchaînement naturel. Aujourd'hui, on a plutôt l'enchaînement sexualité, on commence d'abord comme ça, les jeunes. Après, on finit par s'aimer au bout d'un certain temps, et puis on a des enfants, donc on passe à la famille. Et enfin, souvent, c'est après un certain temps qu'on a eu des enfants qu'on se marie. Donc vous voyez, la chaîne dans ces quatre pôles a été inversée de deux façons. Entre sexualité et amour, aujourd'hui d'abord on fait l'amour et après on découvre qu'on s'aime. Avant c'était l'inverse. Et puis aussi entre mariage et famille, avant on se mariait et ensuite on avait des enfants. Maintenant on a d'abord des enfants et ensuite on pense à se marier, quand on y pense. Voilà. Vous voyez ces inversions qui ont quand même une certaine importance dans l'évolution de la famille. Il y a aussi des dysfonctionnements, je vais essayer de faire ça rapidement. Voyez qu'on peut être uniquement dans la sexualité sans amour, et ça, c'est la pornographie. On peut être dans l'amour sans la sexualité homme-femme, et ça s'appelle l'homosexualité. On peut être dans l'amour sans le mariage, ça s'appelle le concubinage. On peut être dans le mariage sans amour, on ne s'aime plus, ça s'appelle le divorce, quand on peut être séparé, on ne s'aime plus, mais on n'est plus ensemble. Ça peut être le mariage de raison, ça n'existe pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et puis, ça peut être aussi le mariage sans la famille. Donc, on est marié, mais on ne veut pas d'enfants. C'est toute la question de la contraception ou de l'avortement. C'est être marié en refusant d'avoir des enfants. Ça, c'est une petite catégorie qui augmente. Parce que l'avenir devient lourd, il y a des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants, en disant on ne peut pas donner à la planète, etc., des enfants. Et même c'est pas écologique, etc. Voilà. Le mariage sans la famille, ça existe comme ça. Mais il y a aussi la famille sans le mariage, ce sont les familles monoparentales. Il y a une réalité de vie familiale, mais il n'y a plus un couple marié là-dedans. Et puis on a aussi la famille sans la sexualité. On a des enfants sans passer par des rapports sexuels. C'est tout ce qu'on fait dans les laboratoires, la PMA, les GPA, etc. Et puis enfin, la sexualité. Sans cette réalité de la famille, ça s'appelle l'inceste. Quand on a des relations sexuelles en famille, alors qu'elles ne sont pas compatibles avec les relations familiales, ça s'appelle l'inceste. Et vous reconnaissez aussi 4 mots qu'on retrouve dans la préparation au mariage, qui sont les 4 caractéristiques, on peut dire, du mariage.
Les quatre finalités de la famille, c'est la fécondité qui se trouve entre sexualité et famille, la liberté entre sexualité et amour, la fidélité entre amour et mariage, et l'indissolubilité entre mariage et famille. Voilà des schémas qui sont... Il y en a qui aiment bien les schémas, d'autres qui sont un peu rétifs à ça. Mais voilà des schémas qui expliquent aussi bien, vous voyez, le fonctionnement de ce qu'est une famille, qui est un système très complexe, la famille. C'est très complexe. Maintenant, autre question, justement, pour revenir sur le lien entre mariage et famille, entre le couple et la famille. Est-ce que le couple doit précéder la famille ou l'inverse? Est-ce que la famille, il est juste de fonder la famille sur le couple? Question. On s'aperçoit particulièrement que les familles malades, en difficulté, c'est très souvent parce que le couple est en difficulté. Ça, c'est tous les accompagnateurs de couple qui peuvent le confirmer, ça. Et on voit aussi que les enfants sont malheureux, souvent, essentiellement, des dysfonctionnements du couple. C'est ça qui les atteint le plus. C'est pas parce qu'il y a moins d'argent, moins de ceci, moins de cela. Et c'est le manque d'unité des parents qui très vite est senti d'ailleurs par les enfants. Et la séparation des époux, quand elle se produit, fait très mal aux enfants. Et ça, peut-être notre société n'a pas fait assez attention à ça. En tout cas, aussi refaire l'unité du foyer familial, ça c'est aussi l'accompagnement des couples et des familles qui nous l'enseignent. Refaire l'unité d'un foyer familial, ça passe d'abord par la réconciliation des époux. Même s'il y a aussi, bien sûr, des choses entre parents et enfants qui sont quelquefois un peu tordues. Et même si les époux doivent rester séparés, parce qu'il y a des gens, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce n'est pas la vie commune qui leur fait du bien, au contraire. Donc on leur précise quelquefois que c'est mieux qu'ils se séparent. Mais il faut qu'ils restent en unité. C'est pas la même chose d'avoir la vie commune et être en unité. Moi, je dis que les couples des divorcés, il faut qu'ils se réconcilient pour le bien des enfants. Et la plupart essayent de le faire entre nous, même si c'est loin d'être bien constaté. Moi, je constate qu'il y a bien un primat du couple sur la famille au plan naturel, parce que déjà, c'est biologique. Il faut d'abord vivre ensemble, avoir des rapports sexuels, et on s'aperçoit qu'on a des enfants. Donc, c'est biologiquement évident, ça. Mais c'est aussi culturel ou religieux, parce que justement, le lien qui existe entre les époux semble apporter cette solidité à l'ensemble de la famille. Il y a une évolution aujourd'hui qu'on pourrait dire plus philosophique, c'est qu'on ne sait plus la biologie qui commande la dynamique de la famille. C'est la volonté. Et la volonté des parents, c'est ce fameux projet parental, vous voyez, la notion de projet parental qui fait exister l'enfant par la volonté des parents. Alors que du côté de l'histoire ou de la nature, c'était évidemment la biologie. C'était parce que des gens dormaient ensemble, ils s'unissaient, et de temps en temps, il y avait un enfant qui arrivait. Voilà, même quand on a pris l'habitude de pouvoir mieux contrôler la naissance des enfants, c'était toujours bien sûr par la biologie. Aujourd'hui, c'est la volonté des parents qui semble prendre le pas et peut-être un jour être la justification de l'enfant. Vous voyez le changement profond que ça veut dire pour la famille, ça. Il y a un deuxième changement profond, c'est la vie qui n'est plus accueillie comme venant naturellement. Voilà. Dans beaucoup d'endroits dans le monde et dans beaucoup de siècles, l'enfant, on l'accueillait. Et on sentait bien qu'il venait d'ailleurs, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est un matériau sur lequel on fait ce que l'on veut. Et en particulier, on le supprime s'il est handicapé, etc. Voilà. C'est devenu un matériau. La vie est devenue un matériau. Donc ça, c'est la vision, bien sûr, matérialiste de notre époque. Ça veut dire que l'esprit humain, aujourd'hui, veut l'emporter sur la nature. C'est le primat de l'autonomie humaine qui veut avoir aucune norme supérieure, et en particulier pas un Dieu qui aurait fondé tout ça, bien sûr. Et c'est aussi parce qu'on ne veut plus de limites. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, mais il y a quand même des gens qui travaillent à ça, à ce que l'on n'ait plus de limites et que l'on fasse maintenant ce que l'on veut. Et le bonheur, c'est pas vouloir faire ce que l'on veut, c'est plutôt faire ce que l'on veut.
et non pas vouloir ce que l'on fait. Vous voyez, c'est le fameux relativisme de Benoît XVI qui mettait bien le doigt là-dessus, parce que maintenant, tout est relatif à l'individu, à la personne. Et c'est pour ça que la famille peut souffrir aussi de ça. Je dirais, sur un plan plus spirituel ou aussi du fonctionnement de ce que vit un couple, vous savez, la règle auquel on ne pense pas assez, c'est qu'il ne faut surtout pas faire un couple à 2. Il faut faire un couple à 3. Alors, je ne parle pas des couples à 3 dans les vaudevilles, c'est pas ça que je vais faire. Mais le secret de la vie à 2, ça réside dans le fait de ne surtout pas vivre à 2, mais à 3, parce que l'Écriture nous dit « des 2, ils feront une seule chair ». Ah, ça, c'est une sorte de commandement très important au début de la Genèse. C'est « des 2, ils feront une seule chair ». C'est-à-dire, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce que disait Alphonse Allais en rigolant. Quand on se marie, on cherche à faire une seule chair. La question, c'est de savoir qui. Ben justement, c'est un troisième. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un troisième. Et donc, il faut faire 3. Le troisième, c'est une entité personnelle qui s'appelle le couple. Et ce n'est pas l'enfant qui fait le troisième. Non, ça c'est autre chose. L'enfant, c'est un fruit. Mais celui que l'on fait à 2, c'est un couple. Alors ça, on dit que c'est une quasi-personne. D'ailleurs, quand vous invitez des gens à la maison, vous dites « j'invite les Dubois ». Vous les prenez ensemble. Pour vous, c'est un couple, c'est une entité. Ça veut bien dire que ça existe. Il y a un troisième qui s'appelle le couple. C'est ce qui permet d'éviter de passer du duo au duel, ou du tout contre quand on est très amoureux, au tout contre qui va devenir hostile, c'est-à-dire du contre à l'anti. Et c'est ce que vivent malheureusement beaucoup de couples qui passent justement de cette vision à 2, qui est même un peu égoïste, un égoïsme à 2 comme on dit, qui est même peut-être un peu narcissique, d'être que 2. Et puis heureusement que l'enfant va éveiller le couple à quelque chose. Mais attention, ce n'est pas l'enfant qui fait le troisième, c'est le couple qui doit être le troisième. C'est-à-dire quand on se marie, on fait un couple qui est comme un petit enfant et qui doit grandir. On dit ça aussi, que le couple, c'est le premier enfant dans un couple. Voilà. Vous voyez donc cette idée de 3, parce que de fait, 3, c'est un tabouret, ça marche à 3 pieds et ça marche sur n'importe quel terrain. C'est stable. À 2, c'est pas stable. Vous ne faites pas un tabouret avec 2 pieds. Voilà une réalité qui est concrète parce qu'elle est existentielle, de faire un couple sur 3. Alors maintenant, on fonde l'amour, on fonde la famille sur quoi? Ben j'ai donné la réponse. On fonde la famille sur l'amour. Et là, je ne suis pas uniquement dans la vision chrétienne, parce que l'amour, c'est aussi une réalité profondément humaine. Dans toutes les sociétés, dans beaucoup de sociétés, l'amour prenait sa place dans le couple. Simplement, aujourd'hui, c'est un imprescriptible départ. Il faut être dans l'amour au départ. Maintenant, on ne conçoit plus autrement que comme ça. Mais pendant des siècles, on ne s'est pas aimé au départ, puisqu'on était marié par les parents, il fallait se mettre ensemble pour des raisons économiques, ou alors c'est parce que le roi d'un épousait là, etc. Il y avait des tas de raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Mais dans beaucoup de ces couples, on finissait par s'aimer. C'est-à-dire qu'on se mariait pour s'aimer et pas forcément parce qu'on s'aimait. Alors voilà une réflexion intéressante. Et donc ça veut dire que si on parle d'amour, c'est pas quelque chose de récent, même si l'amour dans la famille, c'est beaucoup plus récent. Et c'est surtout avec le romantisme qu'a éclaté ce que l'Église prêchait depuis 20 siècles en disant que les jeunes devaient se marier sans que ce soit par les parents. L'Église a lutté pendant 20 siècles pour les mariages arrangés. Et il y en avait énormément. Et l'Église a, pour ainsi dire, gagné la bataille, mais parce que le romantisme a tout d'un coup dit « mais c'est l'amour qui compte pour le bonheur ». Alors là, aujourd'hui, on nage là-dedans, bien sûr. Et c'est pour ça que, de fait, cet amour-là, on est d'accord, mais ne restons pas à cet amour romantique, qui est d'ailleurs une sorte d'hérésie par rapport à l'amour chrétien, parce que l'amour, c'est pas qu'un sentiment. L'amour, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on est marié pour longtemps. Parce que, je répète, on est marié pour s'aimer. Ça, c'est la vision chrétienne. On est marié, on se marie pour s'aimer.
Et c'est cela, l'amour en famille, c'est des personnes qui s'aiment, qui se le répètent à chaque instant, par des petites attentions, des taquineries ou une voix tendre. Je viens de citer le pape François. Voilà comment il définit la famille. Vous voyez que c'est du palpable, voilà. Il dit, pour Benoît XVI, il dit « L'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour aimer. Et il ne peut se réaliser pleinement lui-même que lorsqu'il se donne sincèrement aux autres. La famille, c'est ce lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir de l'amour. » Ça, c'est fondamental dans le christianisme. Il y a des siècles, on n'a carrément ni enseigné ça, on a peut-être même oublié, mais c'est fondamental. Nous avons été créés par amour et pour aimer. Et alors la famille rentre là-dedans très bien parce que c'est justement le lieu où on réalise cela et où on apprend. Mère Teresa disait, que pouvez-vous faire pour... Non, on demandait à Mère Teresa, un journaliste, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Elle répondait, monsieur, rentrez chez vous et aimez votre famille. Elle avait cette conscience, Mère Teresa, que la famille était ce lieu où on construisait la paix universelle. Déjà, la paix universelle. Et puis, il y a cette complexité de l'amour qui est merveilleux. Quand on dit que Dieu est amour, c'est pour ça que l'amour est quand même complexe, parce que c'est pas que l'amour est Dieu, mais parce que Dieu est amour, on comprend qu'il nous a donné un paquet extraordinaire avec ça. Et c'est pas simple, l'amour. Alors, on va voir sur une troisième diapositive cette complexité de l'amour que les Grecs avaient très bien analysée. Nous, les Français, on est nuls. Hein. Chez nous, il y a un seul mot pour dire amour. Chez les Grecs, il y a eros, il y a philia, et puis il y a agapé, qui est un mot qui a été beaucoup repris par le christianisme pour parler de l'amour divin. Ces trois amours-là, il y en a un quatrième qui s'appelle la storgé, qui est l'amour familial, justement, mais qui procède un peu de tout ça. Donc, le premier amour, c'est l'amour d'éros, c'est l'amour désir. C'est celui qui tend beaucoup à ce que l'on fasse un. Pensez à ces amoureux qui se bouffent, qui veulent se ressembler, qui sont tout le temps ensemble, etc. C'est un amour très unifiant. En acte, c'est quand on prend et qu'on reçoit. Le lieu de cet amour, c'est beaucoup le corps. La caractéristique, c'est ce qu'on appelle la concupiscence dans le vocabulaire chrétien, c'est-à-dire plutôt la tentation de prendre l'autre pour soi. C'est pour ça qu'il est fragile. Il n'est pas mauvais, attention, il n'est pas mauvais cet amour, mais il a cette fragilité. Et puis la personne qui est en nous, qui parle dans cet amour-là, c'est plutôt soit l'enfant, soit l'amant. Ça, c'est sur un plan plus psychologique. Il est de nature fusionnelle, parce qu'il cherche ça, la fusion, à s'abîmer l'un dans l'autre. Pour ce qui est de donner, on cherche beaucoup finalement à donner à soi. Il est un petit peu égoïste, cet amour-là, si vous voulez. Il y a heureusement un autre amour qui s'appelle la philia, et qu'on va retrouver aussi dans le mariage. La philia, c'est l'amour d'amitié, où il y a là d'abord une notion de réciprocité dans cet amour. Vous voyez, il est beaucoup plus réciproque que le précédent. C'est se respecter. C'est pas simplement faire un, c'est aussi faire deux. On se respecte. C'est qu'on donne et on partage. Le lieu, c'est plus le corps, c'est plutôt l'âme, la psyché. Dans la caractéristique, c'est la réciprocité. Pour ce qui est de la personne qui parle en nous, c'est plutôt le père ou la mère ou l'ami. Et puis il est de nature, cette fois-ci non plus fusionnel, mais associatif. Et quand il s'agit de donner, il s'agit de donner à ses proches. Pas n'importe qui, mais à ses proches. On a un troisième volet, un troisième étage dans la fusée qui s'appelle l'agapé. L'agapé, on dit en français, c'est l'amour de charité. Mais c'est un mot qui est malheureusement à être dévalué aujourd'hui. Mais les siècles précédents, on parlait beaucoup de la charité. C'est l'amour plutôt, cette fois-ci, dans le don de soi. Et c'est quand on est capable à deux de s'ouvrir à un troisième, justement. Cet amour-là, on pardonne. Pardon. Le pardon, qui est une caractéristique de cet amour, et aussi on multiplie. C'est un amour qui se situe au niveau de l'esprit, cette fois-ci, avec une caractéristique qui est l'universalité. Celui qui parle en nous, c'est le saint. Le saint qu'on n'est pas encore, mais que l'on cherche quand même plutôt à devenir.
Et puis, la nature de cet amour, on appelle ça l'alliance. Et quand il s'agit de se donner, c'est au prochain, c'est-à-dire à n'importe qui, finalement. Alors voilà, voyez, ces trois, c'est comme les poupées russes, hein. Ces trois, ce sont des amours d'ailleurs qui, dans les périodes matrimoniales, qui est assez longue, souvent on commence par là, on arrive à ça, puis on finit par ça. Et donc c'est quand même dans une progressivité, une croissance. Mais aucun n'est critiquable. Et heureusement qu'on a besoin des trois. Vous voyez? Et l'éros, ça existe aussi quand on a 70 ans. Hein, c'est pas réservé aux jeunes. Donc, c'est un amour, c'est ce qui décrit la capacité de ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est riche. Et c'est pour ça qu'il faut ce réceptacle qui s'appelle la famille pour pouvoir laisser se développer cet arbre de l'amour avec toutes ses caractéristiques. Nous allons passer maintenant à un autre aspect. Je voudrais décrire rapidement, donner des petites idées sur des familles particulières. Parce que si on peut parler d'un idéal de la famille, bien sûr, ça existe, un idéal, il y a jamais de famille parfaite. Et moi, j'aime beaucoup insister là-dessus. On n'est pas destiné à faire des familles parfaites. La perfection, c'est diabolique. La perfection, c'est diabolique. Parce que ça ne fait pas partie de notre nature humaine. On appelle ça dans le christianisme les suites du péché originel. Nous sommes marqués par des failles et on vit avec ça. C'est-à-dire qu'on a des souffrances, on a des failles, on a des manques. Et tout ça, c'est bien notre nature humaine. Ça fait partie de nous. Et donc, le chrétien ne cherche pas à devenir parfait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il cherche à devenir un saint, ce qui n'est pas du tout pareil. Et la perfection qui donne le perfectionnisme, c'est la pire des choses. Vous rendez dans une famille, quand il y en a un qui est perfectionniste, il casse les pieds à tous les autres. Donc, ce n'est pas la perfection qui est l'idéal de la famille, c'est la sainteté. Alors, pensez à toutes ces familles pauvres, les familles Soubirous, etc., où il y avait des saints là-dedans, alors que c'était des gens qui ont eu des épreuves en pagaille, qui ont eu des souffrances, des maladies, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça la réalité des familles particulières, parce que chacune est particulière et que chacune sans doute doit porter quelque part sa croix. Comme on dit dans le christianisme, la croix c'est un lieu de réalité. La croix c'est la réalité de chacun. Ah, c'est ça, c'est ce que je dois porter. Alors dans ces familles particulières, parlons d'abord de celles où il y a cette notion de l'adoption. On pourra en reparler. L'adoption, c'est magnifique en fait. Hein, c'est ce qu'a vécu par exemple Saint Joseph. Voilà. Il refuse d'avoir des enfants par lui-même. Il accepte ce projet de Dieu d'avoir à adopter cet enfant qui s'appelait Jésus. Bon, quel boulot, hein. Et puis il l'a élevé comme un vrai père, d'accord. Voilà. L'adoption, c'est élever quelqu'un qui ne vient pas de moi-même. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Demandez à tous ceux qui adoptent des enfants, une fois sur deux, ça se passe pas bien. C'est très difficile d'aimer quelqu'un qui vient de je ne sais pas où. Donc l'adoption, c'est donner une nouvelle famille à un enfant. Ça paraît évident, mais malheureusement, trop souvent, on adopte des enfants parce qu'on veut donner un enfant à une famille. Donner un enfant plutôt à un couple. Et s'il y a une famille de substitution pour l'enfant adopté, c'est une très bonne chose. Mais voyez que ça doit se centrer sur l'enfant et non pas sur le couple. Donc c'est dans son principe donner un enfant. Ce n'est pas donner un enfant à des parents parce qu'ils en manquent. Et c'est ça souvent qui motive la demande d'adoption. Je vous ai dit presque 10% en France de couples qui voudraient adopter. L'enfant adopté, lui-même, il a vécu souvent un traumatisme d'abandon et il se croit coupable de cet abandon. Il pense souvent qu'il est un mauvais enfant. Et il a surtout besoin d'être conforté dans l'idée qu'il va pouvoir se construire aussi avec un socle qui s'appelle une paternité et une maternité et qu'il va accueillir avec d'autres personnes sans renier non plus ce qu'il a été auparavant. Il y a l'adoption partielle qui fait qu'un enfant peut avoir des parents qui sont souvent loin, mais il vit avec d'autres parents. Et ça, c'est quelque chose qu'heureusement, la loi continue à pouvoir organiser, tant mieux. Mais c'est une belle idée de l'adoption qui se pervertit aujourd'hui par le fait qu'on cherche plutôt à donner un enfant à un couple qui n'en a pas.
et ça ne fait pas du tout la même loi de vie pour cette famille. Parlons maintenant des familles recomposées. Alors, les familles recomposées, il y a tout un temps, on a présenté ça comme des choses extraordinaires. Ça faisait souvent des familles nombreuses. Vous imaginez une femme divorcée ou veuve qui a 3-4 enfants, 2-3 enfants, et elle rencontre quelqu'un magnifique, un bel amour, et puis l'autre, il a aussi 2-3 enfants, et puis ils sont ensemble, et puis ils vont avoir encore des enfants entre eux. Alors ça fait tout de suite 5, 7, 10 enfants, pourquoi pas. On trouvait ça merveilleux, avec 2 familles incomplètes et souffrantes. On en faisait une nouvelle magnifique. Bon, c'est pas si simple que ça, et c'est pour ça qu'il faut aussi être vigilant. Il y a un côté un peu idéalisé de la famille recomposée, comparé à l'adoption, comparé à la famille adoptive, où le parent biologique est généralement absent. Ici, il y a une relation nouvelle qui va se superposer, parce qu'il y a des vrais parents qui sont ailleurs et que les enfants demandent à voir. Et que la loi demande aussi qu'on voit toujours son père ou sa mère, même si ses parents sont séparés, on cherche à revoir ses parents, vous savez bien. Ce qui veut dire que l'enfant, dans une famille comme ça, il se trouve souvent avec 3 parents, voire 4, puisque les 2 peuvent être divorcés. Et tout ça ne va pas rendre du tout les rapports très très simples. Les chiffres sont difficiles à faire, mais très souvent, ça ne se passe pas bien avec le beau-père et la belle-mère. En tout cas, on ne peut jamais substituer une parenté à une autre, dans ce cas-là. Parce que le parent d'origine, lui, il est stable. Un petit mot sur les familles homoparentales. Voilà un sujet qui est très chaud, très délicat. L'homosexualité, Philippe Arignot en a donné un très bon témoignage. C'est un homosexuel chrétien qui a vraiment dit en vérité, qui a témoigné en vérité de ce qu'il vivait. Pour lui, c'est un désir inassouvi et insatiable qui s'impose à un individu sans qu'il ait pu le choisir. Donc, quand on nous dit qu'on peut choisir d'être homosexuel, c'est pas du tout naturel. C'est pas ça qui se passe. Ça, c'est la transidentité qui est une affaire purement idéologique. Quand on nous dit que maintenant c'est normal de choisir son sexe, ça n'a absolument rien de normal. C'est contre nature, c'est même pas c'est pas écologique, c'est pas non plus c'est pas scientifique. Donc c'est une pure idée. En tout cas, l'homosexualité, ça existe, et ça existe depuis des siècles, mais beaucoup de gens qui ont creusé ça, je pense à Tony Anatrella, qui a subi les pires des ennuis parce que justement il s'est prononcé dans une certaine vérité là-dessus. Donc l'homosexualité, c'est la personne homosexuelle qui se trouve en décalage par rapport à la réalité de la différence sexuelle, qui est naturelle, la différence sexuelle. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des gens qu'il faut rejeter, surtout pas. C'est justement parce qu'ils sont dans ce décalage, dans ce désir qui est très douloureux, qu'il faut particulièrement être dans une attitude très respectueuse et très bienveillante. L'engagement entre des homosexuels, il peut se qualifier d'amitié, ça ne peut pas être autre chose, parce que ça ne peut pas être dans la dimension en particulier de l'éros. Voilà, donc c'est une réalité, mais laisser fonder une famille sur un couple homosexuel, on voit bien que ça a été tordu dès le départ, si vous voulez, et que la revendication des homosexuels de faire une famille, c'était forcément avoir à utiliser la GPA. Donc vous voyez qu'on enclenche les problèmes les uns après les autres en pensant résoudre la question. Voilà, passer à la famille homoparentale, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va donner pour les enfants? On le verra malheureusement que dans 30 ans, quand ces enfants auront suffisamment grandi pour dire par quoi ils sont passés et où ils en sont. Pour ça qu'on ne peut pas en dire plus, malheureusement, parce qu'il faudrait l'assentiment de la réalité là-dessus, et pas avoir simplement des idées. Pour l'instant, on est dans les idées, en disant, après tout, un couple d'hommes, ça peut très bien aimer des enfants. Aimer, bien sûr, tout le monde est fait pour s'aimer. Mais est-ce que ça doit être quelque chose à poursuivre pour le bienfait en particulier des enfants? La question reste ouverte. Voilà, en conclusion, je dirais que les ressorts qui font fonctionner la vie familiale sont tellement bien faits, et ça nous le devons au Créateur,
qui a même dit dans la Genèse, il a trouvé ça très bon. Donc c'est tellement bien fait que quand on a des familles incomplètes, imparfaites ou en souffrance, eh bien malgré tout, on peut quand même trouver quelque chose qui s'appelle le bonheur. C'est vous dire que c'est bien fait la famille, hein. Si l'imperfection fait partie de ce que l'on réalise bien souvent dans une famille, la sainteté, elle, se trouve dans la façon de vivre ces imperfections. C'est donc un terrain fragile, je vous l'ai assez montré, peut-être de plus en plus fragilisé, mais c'est pourtant ce terreau familial, c'est ce qui reste encore très attendu comme seule matrice du bonheur. Ça veut bien dire que pour les familles, c'est à l'instar des êtres qui peuvent être malades, appauvris, accidentés, pécheurs. Tout ça, on va retrouver ça sur des familles qui sont autant de structures, je répète, souvent imparfaites, incomplètes, et même porteuses de germes de péché, comme chacun de nous. Et pourtant, on voit aussi en même temps qu'elles sont plus que jamais nécessaires, comme un chaînon intermédiaire entre la personne, l'individu, et la société. Heureusement qu'on a ce chaînon intermédiaire, parce que la société, c'est trop vaste, et l'individu, c'est trop étriqué, parce qu'on est fait pour la vie sociale. Et aujourd'hui, on voit cette entreprise de démolition qui a commencé grosso modo au début du XXe siècle, qui n'a pas fini de s'attaquer à elle. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais je crois que sa santé n'est pas encore tout à fait en danger tant que le bon sens continue à la soutenir. Parce qu'il y a derrière l'espérance de beaucoup d'aspirations personnelles aujourd'hui. Sacrée famille qui en a tant vu depuis le début de l'humanité et qui est toujours debout. Parce que les jeunes, ils continuent à faire des familles. Elle ressemble d'ailleurs à l'Église, la seule institution encore debout et bien vivante après 20 siècles de prévision de sa mort. Ne serait-ce pas parce que justement la famille est d'inspiration divine, tout en étant si humaine. Vous voyez, d'inspiration divine, en restant très humaine, une réalité sacrée, pourquoi pas, mais malheureusement sacralisée. Et elle reste en tout cas le meilleur moyen de sanctifier l'homme, de le préparer à vivre dans une éternité heureuse où nous serons enfin une grande famille unie, celle de Dieu. Voilà. Vous écoutiez à l'instant Michel Martin-Prével de la communauté des Béatitudes qui intervenait sur le thème « La famille, fragile et indispensable ». Il était l'un des invités de la 16e Université chrétienne d'été de Castanet qui s'est déroulée fin juin 2024. Merci à Radio Présence pour cette captation.